Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre rendez-vous d'information sur Spectrum Télévision. Il est 20h. Quelques articulations, encore des images choquantes, virales sur les réseaux sociaux, expression d'une folie humaine dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Une vidéo qui circule depuis ce lundi montrant la décapitation d'un jeune Camerounais à l'aide d'une hache par ses assaillants. Colère ce jour à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, des conducteurs de mototaxi. Ces derniers disent être victimes des actes de violence. Leurs réactions sont à suivre dans le 20h. Et puis en sport, les entraîneurs camerounais de l'épopée 90 montent au chrono et réclament leur part de gâteau. On en parle dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir, mesdames, messieurs. Crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Nous le disons il y a un court instant. Une autre vidéo circule sur les réseaux sociaux depuis ce matin, montrant la décapitation d'un jeune à l'aide de des machettes, à l'aide d'une hache par ses assaillants. On vous l'a dit, c'est devenu viral sur les réseaux sociaux. Plus de précisions dans ce reportage. Dernier cri d'un condamné à mort. Sur ces images d'une violence insoutenable, un jeune homme, la vingtaine sonnée, en tenue d'Adam, reçoit des coups de hache sur la tête. Pourquoi cette sentence extrême? Difficile d'avoir le fin mot de l'histoire. Ces bourreaux répètent la même expression à laquelle la victime répond en gémissement jusqu'à rendre l'âme, et ceci de conclure dans un langage inaudible. Cette vidéo arrive quelques jours seulement après une autre montrant une jeune femme tuée à la machette. Si cet autre acte, qui a soulevé une onde de choc, d'indignation et de condamnation, n'a pas été revendiqué, le doigt accusateur est tout de même pointé vers des séparatistes. La ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, a une fois de plus été en alerte ce jour suite à l'annonce d'une bombe artisanale à l'immeuble abritant les services du ministère de la fonction publique. Une équipe de démineurs de la gendarmerie nationale est descendue sur le site afin de désamorcer l'engin explosif. Reportage. Image amateur. L'équipe des démineurs de la gendarmerie nationale examine le colis administratif suspect arrivé très tôt ce 17 août au ministère de la fonction publique. Selon des témoins sur place, un engin explosif improvisé de fabrication artisanale a été découvert à l'intérieur de la caisse grise par des agents du ministère. Lesquels agents l'ont précipitamment transporté ici, au bord du lac, pour éviter une catastrophe. Tout le bâtiment a été mis en alerte, ses occupants évacués. Les forces de l'ordre et de sécurité sont arrivées sur le site pour les diligences nécessaires, notamment le désamorçage de l'engin signalé. Le ministre de la fonction publique a supervisé l'opération. Comme mesure conservatoire, le service public a été suspendu pour toute la journée. Là, je suis arrivé là en tant qu'usager pour déposer un dossier. On nous a dit qu'il y a eu une alerte à la bombe et on a envoyé tout à demain. Tout est fermé. Les informations qu'on nous a données au portail. La caisse suspecte a été transportée dans les services de la gendarmerie nationale. Une enquête a été ouverte afin d'y voir plus clair. En attendant ces conclusions, rappelons que cet événement se produit 2 jours après l'explosion d'une bombe artisanale dans un bar non loin du marché Mokolo, sans perte en vies humaines, mais des dégâts matériels importants. C'est la 5e fois depuis le mois de juin 2020 que Yaoundé est la cible d'une attaque à l'engin explosif. Des anciens migrants en colère ont manifesté ce lundi devant les bureaux de l'Organisation internationale des migrants, antenne de Douala. Ceux-ci disent vouloir rentrer dans leurs droits, c'est-à-dire une réinsertion socio-professionnelle. Orient Donquin. Ils sont camerounais. À une certaine époque, ils ont décidé de traverser le désert. Objectif, avoir de meilleures conditions de vie à l'étranger. L'Organisation internationale pour les migrants leur a proposé un retour volontaire avec promesse d'apporter des facilitations pour une réinsertion socio-professionnelle. La cuvée 2018 estime avoir été bernée puisque celles de 2019 et 2020 ont été réinsérées. De plus,
le problème se poserait uniquement à Douala. Les mêmes gens avec qui nous sommes revenus au Cameroun dans le même vol, je ne sais pas s'il y a 2 Cameroun dans notre pays. S'il y a 2 Cameroun, voilà pourquoi nous sommes venus entendre ça aujourd'hui. S'il y a 2 Cameroun, qu'ils nous disent. Parce qu'on ne comprend pas comment les arrivants d'une même cuvée, ceux qui ont déposé leur dossier sur Yaoundé, nous avons leur contact, ils sont avec nous, c'est nos amis, on nous a tous déportés ensemble. Nous pouvons prouver ce que nous disons, ils sont installés. Depuis près de 2 ans, plusieurs d'entre eux sont installés, mais nous, à Douala, nous sommes en attente. Avant cette installation, chacun de ces 70 ex-migrants a reçu une formation. C'est par rapport à cette formation que nous devions être installés, que c'était les nouvelles initiatives qui avaient été prises. J'ai suivi la formation en élevage de poulets de chair pendant 30 jours. Cette structure nous a promis, une fois au Cameroun, nous devions percevoir notre dû qui nous permettra de nous relancer à nouveau. Nous avions accepté et nous étions contents, mais ce que nous n'arrivions pas à comprendre jusqu'à nos jours, c'est ce qui se passe. C'est un peu flou. Au cœur de ce clair-obscur, la question pécuniaire. Il y a corruption dans la structure, nous sommes clairs. Je suis clair dans ce que je dis. Il y a la corruption dans la structure. Ceux de Yaoundé, ils n'ont reçu aucun document. Il n'y a aucun document, ça s'est passé du main à main. Ça veut dire au lieu, par exemple, de 750 000 qu'il doit recevoir, il prend plutôt 500 000, le monsieur reste avec 250 000. Voilà ce qui se passe. Les responsables de l'OIM n'ont pas souhaité s'exprimer devant nos caméras, mais ont invité les grévistes pour une concertation. Pour l'heure, rien n'a filtré de cette rencontre. Une autre colère, c'est celle des conducteurs de moto-taxi de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, à travers une grève ce matin. Ces derniers dénoncent les actes de violence dont ils sont victimes. Plus de précisions dans ce reportage de Olivier Bouzike. C'est le début d'un mouvement d'humeur national qu'il annonce illimité. Les conducteurs de taxi expriment leur ras-le-bol suite aux actes de violence dont ils disent être victimes dans l'exercice de leur profession. Un chauffeur de taxi à Douala a garé son véhicule pour prendre un client. Le commissaire du 6e arrondissement et ses éléments l'ont arrêté, tabassé. Il est mort. Un véhicule taxi a fait l'accident avec la voiture personnelle d'un adjudant de la gendarmerie et de l'armée. Ils l'ont amené au CEMIL. Ils ont tabassé le chauffeur, jeté en cellule. Le patron est venu, on a tabassé le patron aussi, jeté en cellule. Ils ont exigé qu'on répare tout le véhicule de cet adjudant pour un montant de 500 000. Alors, ils ont libéré le chauffeur, mais c'est depuis 3 mois que le véhicule est là-bas. C'est pour ça que nous disons c'est un peu de trop que les forces de l'ordre nous tapent chaque jour, ils nous tuent. On ne dit rien. Il faut que ça cesse. Les dénonciations contre les agressions des chauffeurs de taxi sont légion au Cameroun. En plus des violences, ils dénoncent globalement leurs conditions de travail périlleuses et déplorent l'absence de dialogue avec les pouvoirs publics. Aujourd'hui, on lance notre grève, la grève de sit-in dans tout l'étendue du territoire. À partir de demain, les services du gouverneur dans les régions, les chauffeurs vont s'asseoir comme nous sommes assis. Et sur les axes lourds, les chauffeurs grumiers, tout ça vont aussi faire le sit-in pour que le gouvernement ouvre le dialogue parce qu'ils ont refusé de dialoguer avec nous. Ils entendent déporter leur sit-in à la primature jusqu'à ce qu'un dialogue avec les autorités soit ouvert. Programme budgétaire 2021-2023, les administrations publiques affinent les prévisions des dépenses. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Aimé, et le ministre des Finances, Paul Motazé, ont co-présidé ce lundi 17 août 2020 la cérémonie de lancement des conférences élargies de programmation budgétaire et de performance et associée session 2020. Ces travaux qui se déroulent jusqu'au 24 août 2020 ont pour objectif d'affiner la programmation triennale des dépenses de l'État pour la période 2021-2023 à travers l'examen des cadres de dépenses à moyen terme des organes constitutionnels et des départements ministériels.
Il faut tout d'abord placer l'organisation des conférences élargies de programmation et de performance associées dans leur contexte. Un contexte de réforme sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, en matière de gestion des finances publiques. Le Cameroun a choisi la planification stratégique basée sur la gestion axée sur les résultats pour conduire ces politiques publiques. Il s'agira pour chaque administration de disposer au terme des travaux d'un cadre de dépenses à moyen terme de qualité assorti d'éléments de mesure de la performance claire et de documents complémentaires utiles. Si cela est fait de manière rationnelle, ça permet bien entendu à l'État non seulement d'avoir une bonne visibilité sur ses actions sur les 3 prochaines années, mais aussi de définir un budget qui soit conséquent en matière de mobilisation des ressources. Nous avons tiré les leçons de nos actions passées. Et il faut se réjouir de l'appropriation d'abord de la planification stratégique et du rôle que jouent les conférences élargies de programmation et de performance associées. Nous constatons que l'exécution des dépenses, aussi bien de fonctionnement que d'investissement en matière d'investissement public, continue de bénéficier d'une attention soutenue, d'une amélioration de la qualité et d'une amélioration de l'impact. Les ministres en charge de l'économie et des finances se disent pas encore satisfaits parce que, n'ayant pas encore atteint le niveau souhaité, soit voir un contexte macroéconomique plus favorable, l'ensemble de projets structurants réalisés, pour ne citer que ceux-ci qui contribuent au développement du pays. Fraude au baccalauréat de l'enseignement secondaire général, des sanctions pour les coupables, ils sont au total 7. La commission d'enquête administrative conduite par Boniface Balaoya, secrétaire général du ministère des enseignements secondaires, a rendu public son rapport ce lundi 17 août 2020. C'était au cours d'une conférence de presse conduite ou présidée par la ministre des enseignements secondaires, Pauline Nalova-Lyonga. Des fuites d'épreuves ont bouleversé le calendrier de la tenue du baccalauréat de l'enseignement secondaire général, session 2020 au Cameroun, chose qui a entraîné le courroux de la plus haute administration. Par conséquent, sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, les épreuves de physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, dans les séries C, D et technologies de l'information, ont été reprises, suivi de la mise sur pied d'une commission d'enquête administrative qui a travaillé du 28 juillet au 17 août 2020. Ceci en étroite collaboration avec la direction de la police judiciaire, la Commission nationale anticorruption CONAC et l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication antique. Voici ce qui ressort du rapport de cette commission. It emerges that the source of the leakage of the examinations has been identified. Des conclusions de son rapport, il ressort que l'origine de la fuite des épreuves a été identifiée et les responsabilités établies. Sur cette base, des mesures conservatoires ont été prises, notamment la suspension des mises en cause. Le directeur de l'Office du baccalauréat du Cameroun a été chargé de veiller à la stricte application de ces mesures. Les personnes convaincues d'agissements répréhensibles seront remises aux services compétents de l'État pour répondre de leurs actes. The culprits will be handed over to the competent services of the state to answer for their obnoxious offenses. Au total, c'est 7 personnels de la direction de l'Office du baccalauréat qui sont sanctionnés. Négligence, fuite et complicité de fuite des épreuves de l'examen baccalauréat 2020 sont les faits qui leur sont reprochés. Si certains, notamment ceux des personnels du service reprographie, sont à compter de ce 17 août et sans préjudice des poursuites judiciaires, suspendus pour une durée de 3 mois, d'autres subiront les mesures disciplinaires qu'imposent les circonstances. Il s'agit de 1. Gassimi Léontine Eloïse, agent décisionnaire, matricule 025. Y, secrétaire pro OBC. 2. Ayatou Issa, junior, agent de maîtrise, matricule 0099R, agent de bureau. 3. Abenangono Gabriel, agent de maîtrise, matricule 00090H, agent de maîtrise. 4. Mifumu Fomo Valérie, agent de maîtrise,
matricule 00038L, secrétaire. Selon l'article 3 de ce document, il revient au directeur de l'Office du baccalauréat du Cameroun et au directeur des ressources humaines du ministère des enseignements secondaires de veiller à l'application des dites sanctions. Restons en éducation pour parler maintenant de l'interdiction des cours de vacances. Cela fait suite à un communiqué signé du ministre des Enseignements secondaires le 14 août 2020. Une décision saluée par le collectif des enseignants indignés. Inès Pangan. Le ministre des Enseignements secondaires siffle la fin des cours de vacances. Dans un communiqué signé ce 14 août, Nalova Lyonga interdit l'organisation des cours de vacances dans les établissements publics et privés. La raison avancée dans le dit document, la lutte contre la propagation de la Covid-19. Une décision ministérielle approuvée par le collectif des enseignants indignés. Ces classes, qui se font pendant la période réservée au repos scolaire, ne respectent pas la réglementation. Et dire que Madame la ministre des Enseignements secondaires est strictement dans son rôle lorsqu'elle proscrit l'organisation des cours de vacances. Donc je ne veux pas regarder l'aspect Covid, je veux regarder l'aspect, je considère l'aspect réglementaire, strictement réglementaire de la chose, voyez-vous. Pour le collectif, la motivation première des promoteurs de cours de vacances serait le gain financier. Il y a beaucoup d'argent qui tourne autour, etc. Parce que vous savez aussi bien que moi que cela ne se fait pas de façon gratuite. Vous ne verrez aucun seul établissement, du public ou du privé, beaucoup plus pour le privé, se lancer dans cette affaire si beaucoup de francs CFA ne sont pas, en jeu. Pour le président du collectif des enseignants indignés, l'organisation de cours en cette période de vacances doit être régulée par le ministère des Enseignements secondaires. Une réalité à prendre en compte par les enseignants promoteurs de cours de vacances qui disent vouloir rattraper l'année scolaire interrompue brusquement à cause de la Covid-19 et aider les enfants à se rappeler de leurs cours après près de 5 mois d'inactivité académique. Dans un tweet, le ministre de la Santé publique observe une baisse de contamination, mais un risque d'une deuxième vague. Qu'entend-on par deuxième vague? Qu'est-ce qui peut être à l'origine? Que faire donc pour ne pas en arriver là? Ces questions ont été posées au docteur Etoa, médecin de la santé publique. Nous entrons dans une phase sensible et délicate de notre plan de riposte contre le Covid, faite d'une baisse de contamination, mais d'un risque d'une deuxième vague si nous relâchons nos efforts. C'est un tweet du ministre de la Santé publique le 15 août dernier. Une communication à l'origine de cette question à un médecin en santé publique, que met-on dans l'expression deuxième vague? La deuxième vague fait forcément suite à une notion de première vague d'une épidémie qui s'achève justement par la chute de la courbe de l'évolution de la pandémie, avec un pic qui a probablement été constaté vers la fin du mois de juin, début juillet. Après, on a constaté une baisse progressive du nombre de cas pendant tout la moitié du mois de juillet et le début du mois d'août. Une deuxième vague qui peut être causée par des facteurs internes. On constate de plus en plus que des gens ne se promènent sans masque, y compris dans les administrations et des structures qui étaient assez rigoureuses dans ce domaine. Des mesures, le lavage des mains est de moins en moins systématique. Et un certain nombre les mesures de rassemblement, des restrictions des rassemblements qui étaient très strictes au départ sont de plus en plus lâches. Mais aussi externes, notamment l'ouverture progressive des frontières du Cameroun. Dû aux migrations, les frontières sont progressivement de plus en plus ouvertes. Et vous savez bien que dans le contexte international, l'épidémie ne s'est pas encore arrêtée. 18 118 cas confirmés de Covid-19, ce sont les chiffres au 15 août 2020. Le Cameroun est passé d'un taux d'occupation de lits de 135% à la mi-juillet à 4% à la mi-août. La preuve, pour le docteur Etoa, que le Cameroun, en cas de survenue d'une deuxième vague, peut mieux gérer la pandémie. Mais il recommande tout de même la discipline aux citoyens dans le respect des mesures barrières.
Covid-19, on en parle encore. Cette fois, partant d'une interrogation, doit-on craindre une deuxième vague? Oui, répond le ministre de la Santé publique. Selon le docteur Manaouda Malachi, le relâchement observé dans la mise en œuvre des mesures barrières pourrait être dommageable dans la gestion de cette pandémie au Cameroun. En cas de deuxième vague, pourrait-on surmonter les conséquences économiques? Pour Christian Ebeke, des mécanismes existants sont à la portée. Les mécanismes existants sont à la portée des pouvoirs publics pour maintenir l'évolution de notre économie et éviter une récession. L'économiste représentant adjoint du FMI pour les pays de l'Union européenne était donc l'invité de l'émission Face à l'actu de ce dimanche. Nous l'écoutons. Il vous faut déjà améliorer la qualité même de vos dépenses publiques, il vous faut réaménager les priorités, il faut insister là où le multiplicateur budgétaire est plus important, il vous faut ensuite faire les réformes nécessaires pour permettre à votre économie d'être plus résiliente sur le long terme, parce qu'une fois de plus, des crises, il y en aura toujours, et le Cameroun ne peut pas simplement se permettre de toujours dire nous faisons face à un choc, nous ne pouvons pas réagir de manière illimitée parce que nous sommes contraints. Avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, nous faisons le round-up de l'actualité africaine. Un sommet virtuel des chefs d'État des pays de la communauté de développement d'Afrique australe est prévu aujourd'hui. La présence djihadiste au Mozambique sera au cœur de la rencontre. La division chargée de la sécurité de la SADC a promis d'aider le Mozambique à s'attaquer à la rébellion djihadiste. En RDC, 12 personnes auraient été tuées en 3 jours par une milice notoire dans la région de Beni selon l'AFP. L'armée se bat régulièrement contre les forces démocratiques alliées des groupes armés, un mouvement majoritairement musulman originaire d'Ouganda, accusé d'avoir tué plus de 1000 civils dans la région de Beni et du Nord Kivu. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a donné des instructions pour ouvrir les aéroports du pays au 1er septembre en espérant que le pays sera prêt d'ici là pour assouplir les règles contre la propagation de la pandémie de coronavirus. Pour rappel, le Ghana a fermé ses frontières en mars dernier. L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan présenteront mardi chacun leur projet d'accord sur la gestion du méga barrage controversé construit par Addis Abeba sur le Nil Bleu, a annoncé dimanche Khartoum après une nouvelle réunion virtuelle des parties impliquées. Les 3 pays affichent leur optimisme concernant l'issue de ces négociations. Parlons à présent de sport pour signaler que 2 lions indomptables figurent dans le dernier carré de l'UEFA Champions League qui se dispute actuellement. Il s'agit du capitaine du Cameroun, Eric-Maxime Choupo-Moting du Paris Saint-Germain en France et de Karl Toko Ekambi de Lyon, toujours en France. Ces 2 Camerounais seront particulièrement suivis demain mardi lors du début des demi-finales de la dite compétition. Makedani Newton. Les footballeurs Eric-Maxime Choupo-Moting du Paris Saint-Germain et Karl Toko Ekambi de l'Olympique lyonnais sont les 2 lions indomptables qui figurent dans le dernier carré de l'UEFA Champions League cette saison. Après le petit break qui a suivi les quarts de finale qui se sont achevés le week-end dernier, la compétition reprend ce mardi à la faveur des demi-finales. À Lisbonne au Portugal, Paris Saint-Germain affronte la formation de Leipzig. Un duel franco-allemand inédit puisque c'est la 2e fois seulement de son histoire après 1995 que les Parisiens atteignent ce stade de la compétition, tandis que le club allemand s'y retrouve pour la toute première fois. Crédité d'un excellent match lors des quarts de finale, le PSG peut en outre compter sur le capitaine des Lions indomptables Eric-Maxime Choupo-Moting, dont le rôle a été décisif dans la qualification de son club, comme l'a d'ailleurs indiqué le président de la Fédération camerounaise de football dans un tweet. L'autre Camerounais attendu dans ces demi-finales, c'est Karl Toko Ekambi. Avec Lyon, il affronte ce mercredi soir le Bayern de Munich, tombeur de Manchester City lors des quarts de finale. Un autre duel franco-allemand déjà perdu par le club français, à en croire la presse allemande. Lyon contre le Bayern en demi-finale de cette compétition d'ailleurs, c'est 2 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 9 buts marqués contre 11 buts encaissés. Outre les lions indomptables Choupo-Moting et Toko Ekambi, d'autres footballeurs originaires du Cameroun sont présents dans le dernier carré de la compétition cette année. Il s'agit de Loïc Mbesso de nationalité française qui évolue au Paris Saint-Germain.
Bray Ako Arebi, né en Allemagne, qui évolue au Bayern de Munich, et Yvon Vogo, de nationalité suisse, né à Yaoundé au Cameroun en 1994, qui joue au sein de la formation de Leipzig. Nous le disions en titre, alors que le gouvernement s'apprête à remettre les clés des logements aux 22 lions indomptables de l'épopée 90, les entraîneurs camerounais de cette expédition réclament à leur tour leur part de dons en logement. Sur les raisons d'une telle démarche, nous vous proposons à suivre la réaction de Michel Lekam, joint ce matin au téléphone par notre reporter Makedani Dignosam, une fois de plus. Répondant à la sollicitation de la rédaction de Spectrum Télévision ce lundi 17 août, l'entraîneur de football Michel Karam nous dévoile les raisons pour lesquelles lui, Jean Manga Ongene et Jules-Frédéric Nyonga ont décidé de saisir le chef de l'État pour réclamer aussi leur part de dons en logement, tel que promis aux Lions indomptables ayant participé à la Coupe du Monde 90 en Italie. À l'occasion de la Coupe du Monde 90, le secrétaire général de la présidence de la République avait saisi le ministre de l'Habitat afin qu'il lui produise la liste nominative des Lions indomptables et des encadreurs du Mondial 90 susceptibles de bénéficier du don de logement SIC accordé par le chef d'État. Plus rien n'a coulé par la suite. Tout récemment, à l'occasion du 30e anniversaire de cette glorieuse expédition, les joueurs ont écrit au président de la République pour réclamer ces logements et ont obtenu satisfaction, ce qui est largement mérité. Ceci a ouvert la voie aux entraîneurs qui, à leur tour, ont adressé une correspondance au chef d'État par le truchement du ministre des Sports pour les mêmes motifs. Michel Karam, qui faisait partie du staff technique de l'équipe nationale de football du Cameroun à la Coupe du Monde 90, affirme que leur courrier a été bien acheminé d'après l'assurance donnée par le ministre des Sports. Après avoir perçu les primes 24 ans plus tard, les entraîneurs camerounais de cette expédition ont désormais le regard tourné vers son Excellence Paul Biya, car l'exploit réalisé au mondial italien était collectif, selon Michel Karam. La mise au point des entraîneurs de la Coupe du Monde 90, aujourd'hui, est un désir de clarifier les choses. En effet, nous avons perçu nos primes de 90 en 2014 sur haute instruction du chef de l'État et nous lui en serons à jamais reconnaissants. Nous avons perçu les mêmes montants que les joueurs et non le double comme préconisé par certains. Nous n'avons aucun doute que le chef d'État, comme à son habitude, en pareille circonstance, prendra la bonne décision. L'exploit de 90 était la combinaison du savoir-faire, de l'encadrement technique et de la classe d'une race exceptionnelle de joueurs. C'était un exploit collectif pour l'honneur de notre cher et beau pays, le Cameroun. Reste alors attendu la réaction du chef de l'État. C'est avec ce reportage de Makedani Dignosam que nous mettons terme à cette édition d'information sur Spectrum Télévision. Prochain rendez-vous demain, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles, nos programmes se poursuivent. Bonsoir à tous et à toutes.